Au bonheur des dames, d'Émile Zola, chapitre 13.
Denise avait suivi Robineau chez le pharmacien. Celui-ci, dans l'attente d'un médecin qu'on ne pouvait trouver, déclarait qu'il n'y avait aucun danger immédiat et que le mieux était de porter le blessé à son domicile puisqu'il habitait le voisinage. Un homme était allé au poste de police demander un brancard. Alors la jeune fille conçut la bonne pensée de partir en avant afin de préparer Madame Robineau à ce coup affreux. Mais elle eut toutes les peines du monde à gagner la rue au travers de la foule qui s'écrasait devant la porte. Cette foule, avide de mort, augmentait de minute en minute. Des enfants, des femmes, se haussaient, tenaient bon dans la poussée brutale. Et chaque nouveau venu inventait son accident. C'était à cette heure un mari que l'amant de sa femme avait jeté par la fenêtre. Rue Neuve des Petits Champs, Denise aperçut de loin Madame Robineau sur la porte de la spécialité de soie. Cela lui donna un prétexte pour s'arrêter et elle causa un instant en cherchant une façon d'amortir la terrible nouvelle. Le magasin sentait le désordre et l'abandon des luttes dernières dans un commerce qui se meurt. C'était le dénouement prévu de la grande bataille des deux soies rivales. Le Paris-Bonheur avait écrasé la concurrence à la suite d'une nouvelle baisse de 5 centimes. Il ne se vendait plus que 4 francs 95. La soie de Gaujean avait trouvé son Waterloo. Depuis 2 mois, Robineau menait une vie d'enfer pour empêcher une déclaration de faillite. « J'ai vu passer votre mari sur la place de Gaillon », murmura Denise, qui avait fini par rentrer dans la boutique. Madame Robineau, dans une sourde inquiétude, semblait ramener continuellement les regards vers la rue, dit vivement « Ah, tout à l'heure, n'est-ce pas ? Je l'attends, il devrait être ici. Ce matin, Monsieur Gaujean est venu et ils sont sortis ensemble. » Elle était toujours charmante, délicate et gaie, mais une grossesse avançait déjà la fatiguait. Elle restait plus effarée, plus dépaysée que jamais, dans ces affaires auxquelles sa nature tendre ne mordait pas, et qui tournaient mal. Comme elle le répétait souvent, « Pourquoi donc tout ça ? Ce ne serait pas plus gentil de vivre tranquille, au fond d'un petit logement, où l'on ne mangerait que du pain ?» « Ma chère enfant, reprit-elle avec un sourire qui s'attristait, nous avons rien à vous cacher. Ça ne va pas bien, mon pauvre chéri n'endort plus. Aujourd'hui encore, ce Gaujean l'a tourmenté à propos de billets en retard. Je me sentais mourir d'inquiétude à être là toute seule. » Et elle retournait sur la porte lorsque Denise l'arrêta. Au loin, celle-ci venait d'entendre une rumeur de foule. Elle devina le brancard qu'on avait apporté, le flot de curieux qui n'avaient pas lâché l'accident. Alors, la gorge sèche, ne trouvant pas les mots consolateurs qu'elle aurait voulu, elle dut parler. « Oui, j'ai vu Monsieur Robineau, il lui est arrivé un malheur. On l'apporte, ne vous inquiétez pas, je vous en prie. » La femme l'écoutait, toute blanche, sans comprendre nettement encore. La rue s'était remplie de monde, les fiacres arrêtés, jurés. Des hommes avaient posé le brancard devant la porte du magasin pour ouvrir les 2 battants vitrés. « C'est un accident, continua Denise, résolue à cacher la tentative de suicide. Il était sur le trottoir, il a glissé sous la roue d'un omnibus. Oh, les pieds seulement. On cherche un médecin, ne vous inquiétez pas. » Un grand frisson secoua Madame Robineau. Elle eut 2 ou 3 cris inarticulés. Puis elle ne parla plus. Elle s'abattit près du brancard dont elle écarta l'étoile de ses mains tremblantes. Les hommes qui venaient de le porter attendaient devant la maison pour le remporter lorsqu'on aurait enfin trouvé un médecin. On n'osait plus toucher à Robineau qui avait repris connaissance et dont les souffrances devenaient atroces au moindre mouvement. Quand il vit sa femme, 2 grosses larmes coulèrent sur ses joues. Elle l'avait embrassé et elle pleurait en le regardant de ses yeux fixes. Dans la rue, la cohue continuait, les visages s'entassaient comme au spectacle avec des yeux luisants. Les ouvriers, échappés d'un atelier, menaçaient d'enfoncer les glaces des vitrines pour mieux voir. Afin d'échapper à cette fièvre de curiosité, et jugeant d'ailleurs qu'il n'était pas convenable de laisser la maison ouverte, Denise eut l'idée de baisser le rideau métallique. Elle-même alla tourner la manivelle. L'engrenage avait un cri plaintif. Les feuilles de tôle descendaient avec lenteur, ainsi qu'une draperie lourde tombant sur le dénouement d'un 5e acte. Et lorsqu'elle rentra et qu'elle eut fermé derrière elle la petite porte ronde, elle trouva Madame Robineau serrant toujours son mari entre ses bras éperdus.
sous le demi-jour louche qui venait des 2 étoiles découpées dans la tôle. La boutique ruinée semblait glisser au néant. Seules les 2 étoiles luisaient sur cette catastrophe rapide et brutale du pavé parisien. « Oh mon chéri, oh mon chéri, oh mon chéri !» Elle ne trouvait que ces mots et lui suffoqua, se confessa dans une crise de remords en la voyant ainsi agenouillée, renversée avec son ventre de mer qui s'écrasait contre le brancard. Lorsqu'il ne bougeait pas, il ne sentait que le plomb brûlant de ses jambes. « Pardonne-moi, j'ai dû être fou. » L'avoué m'a dit devant Gaujean que les affiches seraient posées demain. Il m'a semblé que les flammes dansaient comme si les murs avaient brûlé. Et puis, je ne me souviens plus. Je descendais la rue de la Michaudière. J'ai cru que les gens du bonheur se fichaient de moi dans cette grande gueuse de maison m'écrasait. Alors, quand l'omnibus a tourné, je me suis jetée dessous. Lentement, Madame Robineau tomba assise sur le parquet, dans l'horreur de ses aveux. Mon Dieu, il avait voulu mourir. Elle saisit la main de Denise qui s'était empêchée vers elle, toute retournée par cette scène. Le blessé, que son émotion épuisée, venait encore de perdre connaissance, et ce médecin qui n'arrivait pas. 2 hommes avaient déjà battu le quartier. Le concierge de la maison s'était mis à la campagne à son tour. « Ne vous inquiétez pas », répétait Denise machinalement, sanglotant elle aussi. Alors, Madame Robineau, assise par terre, la tête à la hauteur du brancard, la joue contre la sangle où gisait son mari, soulageant son cœur. « C'est pour moi qu'il a voulu mourir. Il me disait sans cesse « Je t'ai volé l'argent, venez de toi. » Et la nuit, il rêvait de ses 60 000 francs et se réveillait en sueur, se traitant d'incapable. Quand on n'avait pas plus de tête, on ne risquait pas la fortune des autres. Vous savez qu'il était toujours nerveux, l'esprit tourmenté. Il finissait par voir les choses qui me faisaient peur. Il m'apercevait dans la rue, en guenille, mendiant, moi qui l'aimais si fort, qu'il désirait riche et heureuse. Mais en tournant la tête, elle le retrouva, les yeux ouverts, et elle continua dans sa voix bégayante. « Oh mon chéri, pourquoi tu as fait cela? Tu me croyais donc bien vilaine? Oh mon chéri, pourquoi tu fais cela? Tu me crois donc bien vilaine? Ça m'est égal que nous soyons ruinés. Pourvu qu'on soit ensemble, on n'est pas malheureux, laisse-les donc tout prendre. Allons-nous-en quelque part où tu n'entendras plus parler d'eux. Tu travailleras quand même, tu verras comme ce sera bon encore. » Son front était tombé près du visage pâle de son mari. Tous deux se taisaient maintenant dans l'attendrissement de leur angoisse. Il y eut un silence, la boutique semblait dormir, engourdie par le crépuscule blafard qui la noyait, tandis qu'on entendait derrière la tôle mince de la fermeture le fracas de la rue, la vie du plein jour passant avec le grondement des voitures et la bousculade des trottoirs. Enfin, Denise, qui allait à chaque minute jeter un coup d'œil par la porte ouvrant sur le vestibule de la maison, revint en criant « Le médecin !» C'était un jeune homme aux yeux vifs que le concierge ramenait. Il préféra visiter le blessé avant qu'on le couchât. Une seule jambe, la gauche, se trouvait cassée au-dessus de la cheville. La rupture était simple, aucune complication ne semblait à craindre. Et l'on se disposait à porter le brancard au fond de la chambre lorsque Gaujean se présenta. Il venait rendre compte d'une dernière démarche dans laquelle du reste il avait échoué. La déclaration de faillite était définitive. « Quoi donc ?» murmura-t-il. « Qu'est-il arrivé ?» D'un mot, Denise le renseigna. Alors, il resta gêné. Robineau lui dit faiblement « Je vous en veux pas, mais tout cela est un peu de votre faute. »« Dame, mon cher, répondit Gaujean, il fallait avoir des reins plus solides que les nôtres. Vous savez que je ne suis guère mieux portant que vous. » On soulevait le brancard. Le blessé trouva encore la force de dire « Non, les reins plus solides auraient plié tout de même. Je comprends que les vieux entêtés, comme Bourrat et Baudu, y restent, mais nous autres, qui étions jeunes, qui acceptionnent le nouveau train des choses, non, voyez-vous, Gaujean, c'est la fin du monde. »
On l'emporta. Madame Robineau embrassa Denise dans un élan où il y avait presque de la joie, à être enfin débarrassée du tracas des affaires. Et comme Gaujean se retirait avec la jeune fille, et il le confessa, comme ce pauvre diable de Robineau avait raison. C'était imbécile de voir lutter contre le bonheur des dames. Lui, personnellement, se sentait perdu s'il ne rentrait pas en grâce. Déjà la vieille, il avait fait une démarche secrète auprès de Hutin, qui justement allait partir pour Lyon. Mais désespéré, il tâcha d'intéresser Denise au courant sans doute de sa puissance. « Ma foi, répétait-il, tant pis pour la fabrication. On se moquerait de moi si je me ruinais en bataillant davantage dans l'intérêt des autres, lorsque les gaillards se disputent à qui fabriquerait le moins cher. Mon Dieu, comme vous le disiez autrefois, la fabrication n'a qu'à suivre le progrès par une meilleure organisation et des procédés nouveaux. Tout s'arrangea, il suffit que le public soit content. » Denise souriait. Elle répondit: Allez donc dire cela à M. Mouret lui-même. Votre visite lui fera plaisir, et il n'est pas un homme à vous tenir rancune, si vous lui offrez seulement un bénéfice d'1 centime par mètre. Ce fut en janvier que Madame Beaujus expira par une claire après-midi de soleil. Depuis 15 jours, elle ne pouvait plus descendre à la boutique d'une femme de journée gardée. Elle était assise au milieu de son lit, les reins soutenus par des oreillers. Seule dans son visage blanc, les yeux vivaient encore, et la tête droite, elle est tournée obstinément vers le bonheur des dames, en face à travers les petits rideaux des fenêtres. Beaujus souffrant lui-même de cette obsession, de la fixité désespérée de ses regards, voulant parfois tirer les grands rideaux. Mais un geste suppliant, elle arrêtait et elle s'entêtait jusqu'à son dernier souffle. Maintenant, le monstre lui avait tout pris, sa maison, sa fille. Elle-même s'en était allée peu à peu avec le vieil Elbeuf. Pendant de sa vie, à mesure qu'il perdait de sa clientèle, le jour où il râlait, elle n'avait plus d'haleine. Quand elle s'en sentit mourir, elle n'eut encore la force d'exiger de son mari qu'il ouvrit les 2 fenêtres. Il faisait doux, une nappe de gai soleil dorait le bonheur, tandis que la chambre de l'antique logis frissonnait dans l'ombre. Madame Beaujus demeurait les regards fixes, emplie de cette vision de monument triomphal, de ces glaces limpides derrière lequel passaient au galop de millions. Lentement, ses yeux pâlissaient, envahis de ténèbres, et lorsqu'ils s'atteignirent dans la mort, ils restèrent grands ouverts, regardant toujours noyés des grosses larmes. Une fois encore, tous les petits commerces ruinés du quartier défilant au couvent. Denise eut un grand chagrin. Depuis 15 jours, elle était brisée de soucis et de fatigue. Il lui avait fallu mettre Pépé au collège, et Jean la faisait courir. Lentement amoureux de la nièce du pâtissier. Ensuite, la mort de la tante, ces catastrophes répétées, venaient d'accabler la jeune fille. Mouret s'était de nouveau mis à sa disposition. Ce qu'elle ferait pour son oncle et les autres serait bien fait. Un matin encore, elle eut un entretien avec lui à la nouvelle que Borat était jeté sur le pavé et que Baudu allait fermer la boutique. Puis elle sortit après le déjeuner avec l'espoir de soulager au moins cela. Dans la rue de la Michaudière, Borat était debout, planté sur le trottoir en face de sa maison, dont on l'avait expulsé la veille. « Monsieur Borat, dit doucement Denise. » Il ne l'entendait pas, ses yeux de flamme dévoraient le démolisseur dont la pioche entamait la façade massure. « Ah, c'est vous, répondit-il enfin, quand il l'eut reconnu. « Hein, ils en font une besogne, ces voleurs. » Monsieur Borat, répéta Denise, en tâchant de l'amener à l'écart. Vous savez qu'on ne vous abandonnera pas, il serait pourvu à tous vos besoins. Il se redressa. Je n'en ai pas besoin. Ce sont eux qui vous envoient, n'est-ce pas? Eh bien, dites-leur que le père Borat sait encore travailler et qu'il trouvera de l'ouvrage où il en voudra. Vrai? Ce serait trop commode de faire la charité aux gens qu'on assassine. Alors elle supplia. Je vous en prie, acceptez. Ne me laissez pas dans ce chagrin.
mais il secouait sa tête chevelue. Non, non, c'est fini, bonsoir. Vivez donc heureuse, vous qui êtes jeune, et n'empêchez pas les vieux de partir avec leurs idées. Il jeta un dernier coup d'œil sur le tas des décombres, puis s'en alla péniblement. Elle suiva son dos au milieu de ces bousculades du trottoir. Le dos tourna l'angle de la place Gaillon. Et ce fut tout. Un instant, Denise resta immobile, les yeux perdus. Enfin, elle entra chez son oncle. Le drapier était seul dans la boutique sombre du vieil Elbeuf. « Allez-vous mieux, mon oncle ?» demanda Denise. Il ne s'arrêta qu'une seconde. Il repartit en allant à la caisse, un angle obscur. « Oui, oui, très bien, merci. »« Mon oncle, vous ne pouvez rester ainsi. Il faudrait prendre une détermination. » Il répondit sans arrêter. « Sans doute, mais que veux-tu que je fasse ? J'ai tâché de vendre. Personne n'est venu. Mon Dieu, un matin je fermerai la boutique et je m'en irai. Mais que ferez-vous ensuite ? Murmura-t-elle, cherchant une transition pour arriver à l'offre qu'elle n'osait formuler. Je ne sais pas, répondit-il. On me ramassera bien. Écoutez, mon oncle, finit par dire Denise, embarrassée. Il y aurait peut-être une place pour vous. Elle se reprit, elle bégaya. Oui, je suis chargée de vous offrir une place d'inspecteur. Où donc ? Demanda Baudu. Mon Dieu, là, en face, chez nous, 6 000 francs. En face, balbutia-t-il en plusieurs reprises. Tu veux que je rentre en face ? Voyons, Denise, ma fille, est-ce possible ? Dit-il simplement tandis qu'il croisait ses pauvres mains tremblantes. Non, non, mon oncle, cria-t-elle d'un élan de tout son être, juste et bon. Ce serait mal, pardonnez-moi, je vous en supplie. Il avait repris sa marche, son pas ébranlait de nouveau le vide sépulcral de la maison. Et quand elle le quitta, il allait, toujours dans cette locomotive entêtée des grands désespoirs qui tournent sur eux-mêmes, sans pouvoir en sortir jamais. Denise, cette nuit-là, eut encore une insomnie. Elle venait de toucher le fond de son impuissance. Depuis des années, elle-même était prise entre les rouages de la machine. Mouret avait inventé cette mécanique à écraser le monde, dont le fonctionnement brutal indiquait il avait semé le quartier des ruines, débouillé les uns, tué les autres. Et il l'aimait quand même, pour la grandeur de son œuvre, elle l'aimait davantage à chacun de ses excès de son pouvoir malgré le flot des larmes qu'il a soulevé devant la misère sacrée vaincue.